quelques semaines ou quelques mois, parce que l'ambiance, l'atmosphère dans la ville du côté somali était quand même montée. Et de l'autre côté, en ce qui concerne le chef de gouvernement, moi je savais pertinemment que je pourrais être chef de gouvernement sans avoir le nom. Et probablement on ne me l'aurait pas refusé si j'étais resté plus longtemps. Comment? Si j'avais la même signature que le Ismail Guedi par exemple, c'est-à-dire par délégation, je pourrais m'occuper du budget local, de tout ce qui est vraiment la vie quotidienne des gens, eh bien, on ne me l'aurait pas refusé. Mais je n'ai pas été jusque-là parce que je n'ai pas été satisfait sur le premier point que j'ai évoqué. Voilà honnêtement ce qui s'est passé. D'accord. Alors, mais on a mis du temps avant de former le gouvernement. Donc, alors, comme pour le ministère des Affaires étrangères, vous gardez le poste de Premier ministre 6 mois, en septembre 1978. Ça fait 8 mois. Oui. C'est moi qui ai demandé de garder, de rester le chef de gouvernement. Pour la défense, c'était parce que j'avais fait des propositions des gens comme Cheko, comme ceci. Le président Gouled n'en voulait pas. Et moi, je n'étais pas d'accord non plus de la personne que lui, il a citée. Et c'est en ce moment-là que je gardais ça. Mais il faut bien préciser que M. Aden Roblé était secrétaire d'État aux affaires étrangères. Autrement dit, ce n'est pas moi qui bouffais le budget des affaires étrangères. Et M. Ahmed Hassan Di Goura a été nommé secrétaire d'État à la Défense et c'est lui qui s'est occupé. Les affaires étrangères, je les ai gardées et c'est moi qui m'en suis occupé. Mais la Défense, je n'ai même pas mis le pied à l'état-major. D'accord. Donc, je ne m'en suis pas du tout intéressé à la défense directement. Alors, ce sera l'avant-dernière question, Monsieur le Premier ministre. En septembre 1978, vous effectuez un voyage officiel en Éthiopie. Et dès votre retour, le président Gouled décide de vous démettre de vos fonctions de Premier ministre. Racontez-nous cet épisode qui doit être encore aujourd'hui douloureux pour vous. Il y avait déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, en ce qui me concerne, comme je n'obtenais rien, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse sans aucun arrière-pensée, avec le plus de possibilités que j'avais, de moyens intellectuels ou physiques que j'avais. Mais le fort intérieur, mon fort intérieur, je n'étais pas content parce qu'on ne voulait pas bouger dès le premier point que j'ai présenté. Et donc, puis j'ai gardé le ministère des Affaires étrangères et il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord là-dessus. Et donc, il fallait bien que je dégage pour qu'on prenne les affaires étrangères pour quelqu'un qui prendrait l'intérieur, etc., etc., de la cuisine interne que je ne suis que bien après. Alors, donc l'ambiance déjà pour moi... C'était délétère, à l'intérieur du gouvernement. Oui. Qu'est-ce qui se passe en Éthiopie alors, monsieur le Premier ministre? En Éthiopie, nous avons été invités et il se passe que nous sommes dans une strade à la place de la Révolution qu'on appelle, où il y avait la Trinité, Marx, Engels et Lénine, étaient là aussi. Mais il y avait la guerre avec la Somalie, et l'Éthiopie avait gagné déjà la guerre en 1978. Et devant nous, les drapeaux somaliens sont piétinés pendant toute la matinée. Et puis des cris de guerre, je ne sais pas, en Amérique que nous ne comprenons pas. Il y avait avec moi M. Idriss Farah, M. Gohad, M. Barkat Gurrat, M. Ismail Omar. En plus, bon, il y avait aussi Ismail Tani, Mohamed Ali Shakir. C'était ceci. Et nous étions, ce qui était avec nous, c'était l'ambassadeur Moussa Yassine, avec nous en contact, en même temps que le contact de l'ambassadeur Wassan, francophone pour tout le monde, et Moussa Yassine aussi qui parlait donc l'arabe, et tout le monde comprenait l'arabe à l'époque.
Et bon, ensuite, le soir, on me dit, on ne m'avait même pas dit avant, on me dit, alors qu'on était là, on avait pris nos places pour retourner le lendemain. Tout le monde, on avait retenu nos places dans l'avion du lendemain. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, on vient me chercher, M. Hassan vient me chercher pour dire, écoute, il y a un dîner avec le chef de délégation. Bon, un dîner. Je reviens du dîner, mais avant de repartir, j'ai dit à Hassan, bon, je vais voir le président pour le saluer, c'est-à-dire Mengistu. Et Mengistu me dit, mais comment? Vous allez partir sans qu'on se rencontre, sans venir me saluer? Qu'est-ce que c'est que ça? Au fond, il ne m'a pas dit qu'est-ce que c'est que ça. Mais en vérité, c'était ça. Parce qu'on ne connaissait pas un peu le protocole. Alors je reviens chez les amis et je leur dis, écoutez, on annule le départ, on reste. Parce qu'il faut qu'on aille voir le président. Non, 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 on parle demain matin. Non, on ferait ça, non, non. Oui, parce que la population était très mécontente ici du fait que, parce qu'on me mettra ça sur mon dos, que j'ai piétiné le drapeau somalien, mais moi j'étais avec eux au strade là-bas, à regarder de haut. Non? Et tout le monde regardait ça. Alors évidemment, ils avaient écho de la ville, elle n'était pas contente, et ils voulaient rentrer rapidement. Bon, moi j'ai attendu que le Mengistu me reçoive. Je n'ai pas téléphoné au président Gouled pour lui dire, écoute, ils m'ont quitté, mais ils me laissaient tout seul. Je suis sûr qu'ils les auraient remis dans l'avion. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Il faut bien reconnaître les choses. Il faut que je vous dise tout, n'est-ce pas? Et non pas tout ce qui est de mon côté. Hein. Je ne l'ai pas fait. Donc, c'était le silence. Je n'ai même pas donné un seul coup de fil à M. Gouled. Ça a duré 5 ou 6 jours, je ne me souviens pas. Et quand il me reçoit, c'était un peu... C'était l'après-midi, vers 6 heures, je ne me souviens jamais, je n'ai pas noté tout ça. Et quand j'entre, il me reçoit pendant 10 minutes. Il y avait M. Hassan qui était l'interprète. Hein, dans 10 minutes, et il me dit, oui, mais j'ai le cocktail, je vais vous recevoir ce cocktail. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais quand même pas lui dire, je vais me recevoir immédiatement. Le cocktail, qu'est-ce qu'il y avait? Attention, les invités, qui étaient les invités de M. Mengistu? Mais c'est M. Castro, c'est la deuxième personnalité de l'URSS, qui était ses principaux invités. Alors, quand j'arrive au cocktail, il est entouré par ces deux messieurs et d'autres chefs d'État qui étaient venus aussi, étaient africains, et des ambassadeurs, y compris celui de la France. Et tous ces moments, notamment l'ambassadeur de France est là. Qu'est-ce qu'il voit? Il me voit saluer M. Castro. Parce que l'autre là, quand ils sont là, ils sont réunis, tout le monde arrive. Où est le Premier ministre de Djibouti? Appelez-moi le Premier ministre de Djibouti. J'entends ça hein, de loin. Alors M. Hassan qui vient en courant, allez, venez, on vous appelle, et j'arrive. Ben, j'arrive, je salue tous ces bons mondes-là. Et le Castro et le vice-président de l'URSS. Oui, alors je suis devenu immédiatement, probablement, notamment dans les yeux de la mission française, l'homme qui a vendu le pays. Ouais. Bon, aux communistes. Déjà, aux communistes, oui, aux communistes, bien sûr, il a vendu le pays. Maintenant, les Français n'ont plus rien. Bon, voilà comment ça s'est passé. J'ajoute que, je dis simplement que je suis persuadé que l'ambassade de France n'est pas restée tranquille cette nuit. C'est pour ça que j'ajoute. Et au retour de Djibouti, Hassan Gouled se sépare de vous? Retour de Djibouti, immédiatement, soit très correctement. Je suis là au Conseil des ministres et il me dit, bon, ben, j'ai accepté, non pas les injures, mais de ne pas avoir été un peu respecté, je ne me souviens pas des termes, mais je ne vais pas accepter qu'on bafoue aussi l'intérêt du pays. Et donc, merci M. Abdallah Kamil. Et on est parti dans de bons termes comme ça. On est resté d'ailleurs jusqu'à sa mort. Vous le regrettez encore, M. le Premier ministre?
Non. Si je ne regrette pas du tout. Mais ce que je me dis, que j'aurais dû téléphoner à M. Goulet pour lui dire, ces messieurs-là sont partis, pourquoi? Pourquoi ils me laissaient seul? J'aurais pu lui dire ça. Je ne l'ai pas fait. On va y rester là alors. Monsieur le Premier ministre, on va terminer par votre message. Aujourd'hui, à l'occasion de ce 30e anniversaire, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Djiboutiens, à la population, aux hommes politiques, à tout le monde? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le message qui restera de vous? Eh bien, nous avons passé des moments très très difficiles, juste avant l'indépendance. Et grâce à la sagesse de la population, sur le coup, ça s'est calmé. Mais personne ne donnait cher de notre avenir, c'est-à-dire de rester en coma Somalie et FAR à cette époque-là. Si on lit les journaux français, par exemple, on sait ce qu'ils racontaient. Hein? Personne ne donnait. Nous étions effectivement poussés par des intérêts plutôt tribaux. Je dois le dire sans vouloir blesser les gens, sans vouloir me mettre à l'intérieur de leur cœur et de leur conscience. Mais c'était ainsi que nous étions, et nous étions chacun proche d'un côté comme de l'autre. Et donc, il y avait quand même, ce qu'on disait n'était pas tout à fait faux. Heureusement pour nous, Djibouti est un village, à l'époque en tout cas, est une petite ville. Nous nous connaissions tous, et les gens qui se connaissent, qui s'apprécient, même s'ils ne s'aiment pas, s'apprécient, et ils finissent par réfléchir avant d'agir. Et de tous les côtés, nous avons réfléchi. Il y a eu des problèmes après 91, mais ça c'est dans une période beaucoup plus lointaine. Mais sur le coup, où on s'attendait à ce que ça éclate, que ça disperse, que les deux côtés, les autres nous attendaient, eh bien, ça ne s'est pas passé. Nous avons été beaucoup plus intelligents, beaucoup plus raisonnables, nous aimions notre pays beaucoup plus, et nous savions que si on ne restait pas ensemble ici, ni d'un côté ni de l'autre, nous n'allions où aller mieux que Djibouti. Nous devions garder absolument à tout prix l'existence de ce petit coin où nous étions chez nous, Afar, Somalie, Arabe. Et donc nous sommes restés. Maintenant, pour l'avenir. Eh bien, maintenant, les générations de cette époque, beaucoup ont disparu et beaucoup sont sur le point de l'être. Il y a une relève de jeunes dont j'apprécie la mentalité. Quand je suis un notaire, je vois donc beaucoup de jeunes, heureusement pour moi, je ne suis pas complètement à l'écart de la société, j'en vois, ils viennent pour le travail chez moi, je vais dans des mabras pour rester avec les gens, Somaliens, Arabes, etc. Et je constate que beaucoup mieux que mentalement, intellectuellement, sont beaucoup plus mûrs. Et puis, il arrive, tout de suite, on voit il y a le métissage qui a commencé. Ce sera bientôt un zéla ici, dans 2 générations. On ne saura plus qui est qui. Sur les hommes politiques, depuis quelque temps, nous voyons que le gouvernement, je vais dire le président, il s'active à chercher des axes de développement qui ne sont plus les mêmes axes que jadis, c'est-à-dire augmenter